Bonsoir. Oh, dis donc, t'as l'air surpris de m'avoir à côté. T'étais un petit peu au courant. C'est rare que vous soyez côte à côte comme ça? Oh non, un peu trop souvent d'ailleurs. Ah bon. Mais si elles le mettent en face de moi... J'aime bien ta chemise de bûcheron canadienne. Ouais, moi j'aime bien ta chemise, qui est la mienne aussi, parce que tu m'as demandé de t'en prêter une. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Voilà. Il était venu torse nu. C'était un secret entre nous. Fallait pas commencer à vouloir me titiller sur ma chemise. En tout cas, bienvenue. Je suis heureux de vous avoir avec moi ce soir. Pour une nouvelle émission, on s'y retrouve, vous connaissez le principe, on discute comme à la maison de sujets des fois, ou comment on fait pour réfléchir à ce genre de choses, et d'autres sujets des fois plus joyeux, plus festifs. Bientôt je vais arriver à le dire à ta place. Ouais, tu vois, bientôt tu vas pouvoir le faire. Oui. Et puis aussi des fois des sujets un peu plus lourds, des témoignages plus lourds, et puis on en aura un ce soir qui est extrêmement important pour moi. Mais en tout cas, vous qui êtes sur Internet, soyez les bienvenus tout simplement, en podcast ou sur YouTube. En direct ou pas en direct, on s'y retrouve, vous le faites comme vous le voulez. Tant que vous vous y retrouvez à la fin, c'est l'essentiel. N'oubliez pas que sur YouTube, d'ailleurs, il y a le chat en direct, vous pouvez réagir et puis commenter et puis alimenter cet espace de vie, tout simplement, chers amis. On va commencer avec un sujet. Ce soir, il y a 2 sujets. Pourquoi ? Parce que je me dis que potentiellement les 2 sujets peuvent être un peu longs. Donc je ne voulais pas me tirer une balle dans le pied en prévoyant un troisième tout de suite. On va commencer avec un premier sujet avant d'entendre un témoignage. C'est la question suivante. Croyez-vous en la justice de ce pays ? Je me suis posé la question en fait, tout simplement. Est-ce que je crois encore en la justice de ce pays ? Et je suis tombé sur un article en 2018 et j'aimerais juste vous le lire. La justice française juge plus sévèrement les plus faibles si l'on raisonne à situation équivalente, révèle une étude réalisée à partir de plusieurs milliers de décisions de justice. L'analyse de Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La morale de Jean de La Fontaine est-elle toujours d'actualité ? Oui, répond une étude fondée sur plusieurs milliers de décisions de justice menées par les chercheurs Virginie Gautron et Jean-Noël Retière entre 2000 et 2009. Toutes choses égales par ailleurs, comme disent les statisticiens, les moins favorisés sont plus lourdement condamnés. Probabilité pour les sans-emploi par rapport à ceux qui ont un emploi d'être orientés en comparution immédiate, 1,8 fois plus. Probabilité d'être condamné à de la prison ferme, 1,5 fois plus. Probabilité pour les personnes touchant moins de 300 € par mois par rapport à celles recevant moins de 1500 € par mois d'être condamnées à de la prison ferme, 3,2 fois plus. Et là, c'est toute chose égale. C'est vraiment le même cadre. Probabilité pour les personnes nées à l'étranger par rapport à celles nées en France d'être orientées en comparution immédiate, 3 fois plus. D'être placées en détention provisoire, 4,8 fois plus. Donc, ma question, je pense qu'elle a du sens. Croyez-vous en la justice ? Et on a fait un sujet sur l'égalité, sur la justice de ce pays. Ça, c'est une question qu'on veut... Avant même d'être très large, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Moi, je dirais que je les prends, évidemment, j'allais dire, si... C'est pas que je doute de ton étude, tu es un homme sérieux, mais... Je peux te donner les références. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas si facile de faire des études comme ça, quantifiées sur des questions comme ça. Donc il peut y avoir des biais qui changent un peu les chiffres. Mais dans l'article, là je suis allé vite parce que c'est une introduction, mais ils expliquent bien que c'est justement l'expression qu'ils disent toute chose égale par ailleurs, c'est vraiment c'est la même base quoi. Oui, je voulais juste dire que peut-être on pourrait imaginer que les chiffres puissent être un peu nuancés, en tout cas, mais en tout cas les ordres de valeur sont alarmants. Et puis s'ils vont tous dans le même sens, c'est quand même inquiétant. Ouais, Nathalie ? Mais, pour parler des chiffres ou pour parler... Alors déjà des chiffres, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces chiffres ? Ce que ça m'évoque, c'est que là, au niveau de la justice, ils n'émettent pas forcément la même peine, puisque selon le profil de l'individu, sur l'apparence, en fait, on juge. La Bible, elle en parle souvent, que le cœur de l'homme juge selon les apparences, alors que Dieu, il juge selon le cœur. Donc, je sais que les apparences peuvent influer
forcément, c'est vrai sur notre manière même d'interagir avec les autres. sûr. Même Mais nous, là, ça impacte beaucoup. Hein. Dans la justice, ça nous fait de la peine, c'est le cas de le dire, hein, pour parler de peine, mais ça fait de la peine parce qu'on s'attend à ce que la justice soit intègre et égale avec tout le monde. Ouais. Maintenant, on entend quand même pas mal de témoignages de personnes qui se posent des questions sur la justice avec les remises de peine. Ils se disent, mais alors, on remet des peines à des personnes qui ont commis une criminalité quelconque. Et nous, ça, je l'ai entendu souvent, par rapport à la sécurité routière. Là, c'est en fait impunité à 100%. Quoi. Il y a pas, c'est clair qu'impunité zéro, il n'y a pas. Donc, en fait... ils ont vraiment l'impression, les citoyens, on a l'impression qu'ils râlent un petit peu par rapport au sentiment que ceux qui ont commis un délit grave ont souvent des remises de peine trop larges, en fait. J'aurais pu prendre d'autres chiffres, hein, mais il y a les chiffres, par exemple, de jeunes femmes qui portent plainte pour agression, etc., qui débouchent sur rien. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais, et les policiers aussi sont souvent maintenant, ils le disent, hein, qui sont fatigués de voir ressortir ceux qu'ils ont arrêtés. Ils sont fatigués de ça. Ouais. Papa? Bon, en parlant des chiffres, évidemment, c'est inquiétant. Le problème, c'est que on parle d'un sujet qui est très large, dont la composante est très large, puisque vous parlez des policiers qui arrêtent le malfaiteur, on parle ensuite de la justice, et puis c'est toute une chaîne. J'ai l'impression que cette chaîne est en panne. Et moi, je crains, même parfois pour les juges aujourd'hui, que ce soit très compliqué. Ce soit très compliqué, puisque... évidemment, il faut que justice soit rendue. Alors, restons très humblement ce que nous sommes, des hommes avec toutes nos imperfections, avec toutes nos faiblesses. Celui qui juge est quand même, lui aussi, un être humain. J'entendais, par exemple, à quel point il y avait un manque d'équité entre à crime égal. À quel point un homme était condamné beaucoup plus sévèrement qu'une femme, à crime égal. Donc on se rend compte que le côté, l'humain affecte entièrement la décision de justice. C'est ce qui nous ramène à dire que finalement il n'y aura qu'une seule vraie justice à la fin, et c'est Dieu qui lui la rendra. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que nous sommes finalement en panne, puisque on nous dit on ne les condamne pas, on ne les met pas en prison, et en même temps on sait que les prisons sont surpeuplées. Donc on est face à un problème de société. Et que le séjour en prison a souvent tendance à rendre la personne qui rentre en prison bien pire. Quand elle sort quelquefois pire que quand elle y est rentrée. Oui, alors j'ai entendu différents débats là-dessus. Si on parle de drogue ou de jeunes dans les quartiers, la prison c'est l'école, hein. Ils l'appellent comme ça. Hein. Donc c'est un examen de passage pour certains. Oui, maintenant je n'ai pas suffisamment étudié le sujet pour savoir jusqu'à où, mais ce que ça me montre, c'est quand même que notre pays est actuellement en panne. Mais est-ce que dans différents domaines, et que aujourd'hui, pour moi, le problème de la justice relève aussi d'un problème de volonté politique. Puisque si vous voulez que la justice puisse faire son travail, il faut lui donner les moyens. Quand vous savez que vous avez des tribunaux dans lesquels les photocopieuses ne marchent pas, ceci ne fonctionne pas, il n'y a pas tout le personnel qu'il faudrait. Vous avez des dossiers qui attendent depuis je ne sais combien de temps. Voilà, c'est un ensemble. Est-ce que vous avez personnellement, maintenant, si vous êtes face à une situation... que personne ne souhaite au point à envisager d'aller en justice, est-ce que vous auriez personnellement une confiance dans la justice en disant non mais j'y vais parce que je sais que je peux faire valoir mes droits et que c'est juste, quoi? Mais moi je crois que ça dépend des cas, des sujets. Il y a des choses qui sont plus... Il y a des choses, des thèmes judiciaires qui sont plus objectifs. Et puis il y en a qui requièrent plus... d'appréciation de la part du juge. Donc, tant que c'est relativement plus objectif, j'y ai droit, j'ai pas droit, etc., je pense que l'appareil fonctionne quand même.
Mais dès qu'il faut, dès qu'il faut faire intervenir, moi je connais des tas de gens qui, pour différentes choses, te diront, en tout cas, tu peux pas gagner si tu as pas pris un avocat de telle chose, etc. Sinon, tu ne gagnes pas. Donc ça paraît quand même, ça c'est très très alarmant parce que les textes, théoriquement, sont les mêmes. Les textes sont normalement, c'est factuel, quoi. Oui. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. C'est vrai. Puis dans le système juridique français, ce qui est intéressant, c'est que les droits de l'accusé, c'est pas les mêmes droits de la victime. Parce que en fait, l'accusé, lui, peut faire appel tant qu'il veut, dans la mesure où il y a toujours une présumé innocent, en fait. Et la victime, elle est défendue par le procureur de la République. Donc ça, c'est intéressant parce que la victime, elle est soumise au parquet. Donc si le parquet dit que non, il n'y a pas besoin de faire appel suite à une décision de justice, ben tu entends des victimes qui sont restées en fait dans leur état sans avoir obtenu justice. Et c'est vrai, on entend des témoignages de personnes qui en ont ras-le-bol par rapport à ça. Ouais. Présumé innocent, c'est bien, mais il y a des cas de figure où c'est tellement bien pour l'accusé que la victime se sent flouée, en fait. Moi, ce que je crains aujourd'hui en voyant le fonctionnement de la justice, c'est également toute l'influence que les médias ont sur la justice. C'est-à-dire que les juges ont une pression terrible. Oui, c'est vrai. Vous savez, moi, je veux bien qu'il y ait des mauvais juges, mais tous les juges ne sont pas non, mauvais. Il y a des bons magistrats. Il y a de bons magistrats, il y a un tas de gens qui font très bien leur travail, mais alors ils ont des pressions. Vous avez parfois le sentiment que le jugement a déjà été fait médiatiquement avant même que le jugement n'a eu lieu. C'est ce qu'on appelle le procès médiatique. Et le procès médiatique est terrible. Et quand les juges ont le courage de juger autrement que le procès médiatique, vous avez là une espèce de déflagration, d'incompréhension. Donc, ça me semble très inquiétant, cette espèce de justice populaire. C'est sûr. Sur les réseaux sociaux, il y a une justice populaire. Et alors, nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons que quelques éléments. Et à partir de ces éléments-là, on a déjà rendu justice. Et lorsque le juge, lui, rend justice avec tous les éléments qu'il a, l'ensemble de la population a le sentiment d'une injustice. Oui. Parfois, il y a des injustices. Et c'est vrai. C'est pas tout le temps le cas. Là où je suis plus inquiet, c'est quand on me parle de faisceau de présomption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est plus inquiétant. On n'a pas de preuves, on n'a rien, mais on a des faisceaux. Mais je me dis, mais à partir de là, alors n'importe qui peut à un moment donné être condamné pour n'importe quoi. Et moi, je me pose surtout la question pour nous chrétiens, quant à notre liberté d'expression. Je vois quand même, et je le dis sur ce plateau, avec toutes les nouvelles lois qui sont sorties, avec cette volonté de défendre, entre guillemets, des minorités, etc., je vois de plus en plus des pasteurs s'auto-censurer. On ne parle plus. On ne dit plus les choses comme on devrait les dire. De crainte qu'on soit attaqué, qu'on soit jugé. Mais c'est terrible, c'est terrible pour la liberté dans le pays. Et alors, il est évident que la justice doit fonctionner de manière indépendante, mais l'est-elle vraiment? Vous savez, quand ça me rappelle quand même ce fameux mur des cons, là, qui était sorti dans le grand public, c'est grave. C'est beaucoup plus grave. Ça, c'est inquiétant. Parce que pour moi, on n'est plus dans l'indépendance. Rappeler pour ceux, il y a peut-être des plus jeunes aussi qui ne savent pas. Oui. On avait justement découvert un ensemble de photos chez des magistrats qu'ils avaient appelé le mur des cons, avec différentes personnalités politiques et autres. Et on se rend compte que il y a des partis pris. Et là, ça nous ramène quand même à nous rappeler que même les juges sont des humains qui ont des convictions, ils ont des convictions politiques, ils ont des convictions religieuses, ils ont des convictions idéologiques, ils ont ceci, ils ont cela, et ils peuvent être influencés. Religieuses et politiques. Et politiques, bien sûr. Je pense que les magistrats, ils sont nommés par quelqu'un, et ils font partie aussi d'un appareil, ils font partie de regroupements. C'est difficile de s'en extraire. Après, là, maintenant, dans le cas des chiffres que je vous ai sortis là, comment est-ce que vous expliquez le manque d'égalité, pour le coup?
par rapport à ces chiffres-là... Sur des actes qui sont factuellement identiques, mais où il y a de réelles inégalités en fonction de si vous êtes puissant ou si vous êtes, vous êtes faible. Mais ça date depuis la Bible. Moi, j'allais dire... En tout cas, la Bible... Moi, ça ne me donne pas confiance dans la justice, parce que s'ils me mettent dans la mauvaise case, ça va m'embêter. Ben, bien sûr. Mais tu sais, regarde, quand Jésus parle de l'histoire du juge inique, et la veuve et le juge inique. Bon, finalement, on a affaire ici à un ripoux qui est exactement dans ce cas-là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas justice à cette pauvre veuve? Enfin, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Luc 18, c'est un juge qui dit qu'il ne craint ni Dieu ni les hommes. Et il y a une veuve qui vient réclamer justice, et clairement on voit que il lui donne pas raison, il s'occupe même pas, parce qu'il s'occupe même pas de son cas. Ouais. Elle l'intéresse pas. C'est pas qu'il est contre, ni il est pour, ni il est contre. On sent qu'il s'en fiche totalement. Il s'en occupe pas. Il s'occupe pas de son dossier, il laisse tomber. Parce que c'est une veuve, parce qu'elle a pas de sous, parce qu'elle peut pas non plus peut-être glisser quelque chose. Et puis parce que ça fait partie du vulgum pecus, il s'en fout. Mais ça fait pas parler de lui. Voilà. Mais ça, c'est un ripoux. Jésus était... il n'est pas en train de le saluer. Hein. Est très clairvoyant. Il dit, voilà, il y a des gens comme ça. Ouais. Et c'est même pas... C'est pas ni par idéologie, ni par... C'est qu'il la méprise. Mais pour être très honnête, pourquoi est-ce que la Bible, au travers de Jacques, s'adressant même à l'Église, dit à l'Église de ne pas favoriser le plus riche en lui donnant la première place, etc. Parce que c'est une tendance qui est inscrite en humaine, ouais, totalement. Puisque tu attends toujours à quelque part, il y a un retour. Oui. Il y a un retour. Et moi, je sais que ma maman qui alors évidemment, je ne veux pas faire le procès d'une église, mais dans l'église où elle était à l'époque, vous aviez les plus riches qui avaient sur les bancs à l'avant leur nom. Et maman, dont le papa était mort alors qu'elle avait 2 ans, avec ma grand-mère, elles étaient relayées au fond de l'église. C'était comme ça. C'était comme ça. Et donc, on se rend compte, et quand vous lisez les proverbes, quand vous lisez les psaumes, régulièrement, d'ailleurs même dans ce que Dieu dit à Moïse, tu veilleras à juger avec équité et non pas sur l'apparence. Mais les 2 cas de figure sont à la fois dans la loi et dans les proverbes, ne donnent pas avantage aux riches, c'est ça. Parce qu'il peut te soudoyer, mais aussi il dit, ne favorise pas non plus le pauvre. Parce que ça peut aussi arriver. Ça aussi, c'est très juste ce que tu dis. Parce qu'on peut aussi le favoriser par compassion. Par compassion. Parce que ça touche à l'affect. À l'affect. Ou parce qu'on a un problème avec l'autorité et que l'autre représente l'autorité ou que l'autre, enfin, etc. Ouais. Dans les 2 cas. On ne juge plus sur le factuel. Oui. Mais tout ça partait de c'est vrai que c'est dans les 2 cas. C'est dans les 2 cas. Merci de l'avoir soulevé. Tout ça partait de la question de base. Est-ce qu'on croit encore dans la justice? Mais il y a quelque temps, on a sorti une émission sur l'égalité qui est vraiment en lien avec ça. On a notamment relevé que dans la justice française, dans la justice tout court, un pauvre peut moins bien se défendre qu'un riche. C'est factuel. T'as de l'argent ou t'as pas de l'argent. Quelqu'un qui est pauvre ou quelqu'un qui connaît rien au judiciaire. S'il n'a pas d'aide, simplement déjà pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit aller où, demander conseil à qui. Il ne sait pas écrire une lettre. Il ne sait pas se défendre. Je me souviens de... Il y a déjà discrimination. Oui, Colson, il disait... C'était un ancien bras droit de Nixon là, qui avait fait un an ou deux de prison à la suite du Watergate. Là. Et du coup, il était en prison. Et une fois, il voulait aider il y avait un gars qui était avec lui en prison et qui aurait dû sortir. Et il lui dit, mais pourquoi tu es encore là? Et il fallait qu'il fasse une demande. Tu as dit, oui, je ferai. Et finalement, c'est au bout de plusieurs mois qu'il s'est rendu compte que le gars ne sait pas écrire.
Ah ouais. Donc il ne peut pas faire le formulaire. Et lui, comme il était ancien avocat et qu'il était en prison, normalement, il n'avait pas le droit de le faire. C'était interdit. Il ne pouvait pas mettre ses services de magistrat au service des prisonniers. Mais bon, il lui a fait un peu en douce. Et le gars est sorti. Oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Donc tu Connaître dis, ses droits. c'est quand même... C'est fou, le type, il est resté là parce que... Et ça, je pense qu'en France, ça peut arriver. Mais pour moi, la réflexion, elle est dure. Si on dit on ne croit plus dans la justice de notre pays, je trouve que c'est grave. C'est grave de plus avoir confiance, au moins, ou plus accorder une pleine confiance. Moi, ma question ne serait pas, croyez-vous encore, mais c'est plutôt, est-ce que l'homme est capable de rendre vraiment la justice ? Elle sera toujours entachée par son humanité. Mais enfin, il y a quand même des pays. Ouais, je suis pas... Il y a quand même des pays où tu as quand même plus de chance. Et puis des pays. Tu sais, des pays où tu te fais. Je sais pas, moi, j'ai pas. Alors, très humblement, j'ai pas fouillé le sujet. J'ai pas regardé. Mais je sais qu'il y a des pays. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est pire que chez nous quand même. Hein. Il y a des pays où c'est. Donc je me dis parce que j'imagine le pays s'il n'y avait plus de justice. Oui, là, mais bien terrible. sûr. Mais là, toi, tu me fais une réflexion tout de suite pour... Je veux dire, quelqu'un de lambda, il peut se poser cette question. Aujourd'hui, il y a plein de gens... regarde, dernièrement, papa, on a eu une déclaration qui a amené à une intention de la part d'un préfet pour une fermeture administrative. Mais qui était quelque chose qui n'était pas avéré. Qui était mensonger. J'ai moi-même été accusé par quelqu'un... Mais une dame qui a raconté des choses qui n'ont jamais existé. Oui, mais alors là, c'est pas la justice, c'est la personne qui a dérapé. Oui. Bon, on a enquêté quand même sur moi pendant 2 ans. Mais là, pour le coup, je le savais pas. Mais pour le coup, ça a fini. Mais pour le coup, ça s'est bien fini. Dans ce sens-là, qu'ils se sont rendus compte que cette personne n'était pas équilibrée. Et moi, quand j'ai découvert, quand on m'a appelé pour me signifier qu'il y avait un dossier sur moi. L'objet d'une enquête. Ça fait plaisir. J'ai la responsable de la police qui me dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous ». Alors je dis « ça me fait toujours plaisir quand vous me donnez une bonne nouvelle ». On a abandonné l'enquête. Je dis « Quelle enquête ?» Du coup, la bonne nouvelle devenait une nouvelle qui m'inquiétait. Je me suis dit « Mais waouh, on peut enquêter sur toi comme ça pendant 2 ans quand même. Hein. Bon, et elle m'a dit, on s'est rendu compte que cette personne n'était pas équilibrée. Mais vous avez eu ce fameux procès qui a fait retentissement où des enfants avaient accusé des adultes, etc. C'était le procès d'Outreau. Le procès d'Outreau où tant de personnes ont été accusées injustement. Bon, on sait, et parfois vous avez des juges qui se sont enferrés, qui sont partis sur une mauvaise piste, et après vous avez qui ont du mal à revenir. Alors, est-ce que j'ai encore confiance dans la justice de mon pays ? Moi, j'aimerais dire, en tant que chrétien, j'ai surtout confiance en celui qui est là, et je dis, Seigneur, fait que les choses soient justes. Bien sûr, mais là j'essaie d'avoir une réflexion plus globale. Tu as bien compris que... Oui. Je dirais que par rapport en France, moi je dirais que globalement, je fais confiance. Je crois que d'une façon générale, le système fonctionne sur des bases écrites, carrées, il y a de la jurisprudence, etc. Mais c'est pas une confiance aveugle. Je pense que dès qu'il y aurait un intérêt sous-jacent, ou comme on disait tout à l'heure, des lignes de pression, des choses comme ça, facilement on peut se faire démolir. Alors je termine avec cette dernière question, ensuite on va enchaîner sur la suite de l'émission, mais est-ce que, moi j'aime bien nous faire réfléchir comme ça. Oui, tu voudrais bien qu'on dise ce que tu voudrais... Ah non, pas du tout. Non, mais je veux pas tout de suite tomber dans le discours caricatural de le bon chrétien qui... Non, mais moi je me pose la question, je suis chrétien et je dis, est-ce que je fais encore confiance à cette justice, quoi, tout simplement. Mais est-ce que, chrétien...
est-ce que c'est bien qu'il aille en justice? Ah là, tiens, ça c'est une question qu'on entend souvent dans nos milieux. Est-ce que c'est bien qu'un chrétien aille en justice comme ça? Hop, je vous reconnecte sur ce que vous avez l'habitude. Est-ce que c'est bien? De porter plainte, par exemple. Ouais, porter plainte, ouais. Allez, j'ai mon voisin qui me fait des problèmes. Moi, je pense qu'un chrétien, c'est un citoyen lambda qui a des droits comme tous les citoyens dans le pays. Si ces droits sont outrepassés, il a le droit de les faire valoir. Oui. Maintenant, évidemment, il peut entreprendre d'autres démarches avant. Moi, j'encourage personne à être procédurier, parce que c'est jamais une bonne chose. Mais dans l'absolu, on a des droits et donc on peut les faire valoir. Mais devenir procédurier, non. Et moi, je dirais aussi longtemps qu'on peut éviter la procédure, il faut l'éviter. On peut arranger les choses autrement. Là où la question se pose, c'est si j'ai un problème avec un frère dans l'Église. Ah, c'est une autre question. Hein, ça, c'est autre chose. Plus la même limonade, là. Et si tu l'aimes bien, c'est pas la même limonade. C'est dans Astérix et Obélix. Ah bon, depuis, je l'ai retenu. Alors, ça me fait très rire. Tu pourrais pas lire autre chose, un coup, pour nous sortir quelque chose. Bon, ce que je... Là, pour moi, c'est beaucoup plus... Moi, j'aurais du mal à aller avec quelqu'un en procès. Un frère. Mais là, on a un texte quand même, Paul. Parce que Paul est clair. C'est écrit dans la Bible. Le texte. 1 Corinthiens 7, Paul dit quand même il dit, mais c'est quand même pas normal. Vous devriez, entre chrétiens, vous devriez vous entendre. Et même si tu n'arrives pas à t'entendre avec l'autre, il dit, mais pourquoi tu n'acceptes pas de renoncer à tes droits? Et là, on s'aperçoit qu'on ne fonctionne pas forcément tout à fait dans la même culture. Hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un a perdu un tout petit peu, tandis qu'eux, ils étaient capables d'accepter avec joie l'enlèvement de tous leurs biens. Donc, on fonctionne pas tout à fait pareil. Mais sinon, dans le principe, Paul, c'est Romains 13,4, dit le magistrat est serviteur de Dieu. Pour garder du droit. Donc, s'il le décrit comme pas le magistrat lui-même n'est pas forcément un chrétien, hein, mais sa fonction, sa fonction vient de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il y ait du droit dans la société, sinon on est tous morts déjà. Donc, s'il le décrit comme étant serviteur de Dieu, en tout cas dans sa fonction, c'est bien que cette fonction est honorable et qu'on peut y recourir. Mais je suis d'accord avec Sam que les gens qui sont tout le temps en train de faire des procès pour ceci, pour cela, c'est pas... En tout cas, moi je vois pas un chrétien faire ça. On cherche d'abord à résoudre d'une manière amiable. Discuter. Parfois, il suffit de discuter avec un voisin. Il suffit de. Mais des fois, pour protéger des gens aussi, et puis pour se protéger ou pour protéger des gens, des fois c'est nécessaire. Il y a quand même des fois où, par exemple, dans les cas de violence conjugale. C'est assez clair que quand une femme qui est victime comme ça d'agression, eh bien quand elle va en justice, au moins elle fait des déclarations, etc. Eh bien souvent ça met un coup d'arrêt. Ah ouais, moi je connais des jeunes femmes encore dernièrement l'histoire. Ça règle pas tout, mais quelquefois c'est un coup d'arrêt. Elle a dit, mais c'est pas possible, j'ai vécu avec ce gars pendant 4 ans, je vais pas aller en procès avec... Et puis il a tellement mis de pression qu'à un moment donné, elle est allée, et puis ça s'est calmé, tout simplement. Nous, on avait vécu ça ici, où nous avions été agressés, on nous avait lancé des cailloux, et c'était grave. Je veux dire, quand je vous dis, il y avait des montants de voitures, des montants de portes de voitures, qui étaient déformés. Donc, pour qu'un montant de porte de voiture, c'est déjà un gros caillou. Si tu le reçois sur la tête, c'est... Oui, tu es déformé aussi. Voilà, il y a eu un jugement. À partir de là, c'était terminé. C'était terminé. Malheureusement, vous savez, ça c'est comme la fessée. Malheureusement, certains ne comprennent que lorsqu'on est arrivé à ce point-là. Et parfois, je me dis, mais parfois, il aurait mieux valu qu'il y ait entre... le délit et le jugement, en intermédiaire, la fessée. Il a manqué, Parce que la fessée l'aurait peut-être guéri. Un peu plus tôt, oui. Un peu plus tôt. Ben voilà, en tout cas,
Pardon, mais en tout cas, je trouve la réflexion mérite d'avoir sa place. Et puis, ouais, je suis assez d'accord, même au niveau de l'Église, de dire... Assez d'accord. Donc, Assez d'accord, ouais. Ah, d'accord. Je te mets un 8 sur 10, papa. Non, mais de dire, de pas tomber dans le... J'ai entendu certains qui ont été surpris de recevoir une lettre sans avoir eu la moindre discussion, mais la lettre d'un tribunal. Oui. Vous avez même pas prévenu, on nous avait rien dit, et puis ils reçoivent déjà une lettre. Je dis attends, mais on se voit tous les jours. Je pense qu'il y a vraiment de quoi progresser aussi. Mais pourquoi c'était important aussi pour moi de parler de ce sujet-là, c'est parce qu'on va entendre un témoignage aussi qui rapporte à la justice. Alors peut-être juste pour alléger un petit peu, mais une anecdote qui m'est venue là et que j'ai entendu qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, un homme qui a été jugé, qui a été condamné à de la prison ferme, mais bon, les prisons étaient complètement bouchées, il y avait trop de monde, etc. C'est en Angleterre que ça s'est passé. Du coup, il a été assigné à résidence avec un bracelet. Et le seul problème, c'est que c'est plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, il était avec son épouse H24. Et en fait, ça a explosé. Ça a tellement explosé qu'il a dit j'en peux plus. Il est allé au commissariat et il a dit s'il vous plaît, mettez-moi en prison. Et le gars, du coup, ils ont dit qu'il n'a pas respecté, son assignement et ils l'ont mis en prison comme il l'attendait. Et du coup, il tenait plus. Donc, comme quoi, des fois, la prison, c'est pas toujours ce qu'on pense. Hein. C'est à l'abri. Mais voilà, c'était l'histoire de. Merci pour ce moment. Mais je trouve ça incroyable, quoi. Il s'est fait libérer par la prison. C'est ça, vraiment. Donc, bon, c'était histoire de faire une petite transition, amener un petit peu de légèreté aussi dans cette émission. Parce que là, on va entendre un témoignage, et c'est le témoignage de quelqu'un qu'on connaît, mais je pense qu'on ne connaît... En tout cas, moi, j'étais vraiment surpris d'entendre ce témoignage, je ne l'avais jamais entendu. Et ça, quand je l'ai entendu, ça me semblait vraiment important de l'aborder. C'est celui d'Hélène. Hélène Young qui est là, et Hélène que j'invite... à nous rejoindre, tout simplement. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène. Tu viens d'arriver. Oui. Comme ça. Comment tu vas, Hélène? J'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Parce que quand tu vois de la lumière chez quelqu'un, tu rentres. Verrouillé chez vous. Elle est infirmière à domicile aussi, c'est normal. Elles ont toutes ce syndrome-là. Oui, c'est normal. Hélène, comment tu vas? Écoutez, très bien. Tu as pu entendre notre premier sujet? Oui. Ça t'a intéressé? Oui, très intéressant. On a vu comme elle est rentrée en voyant la lumière, elle a entendu ce qu'on a dit. Alors très bien, attends, je crois que je dois juste la mettre là-bas pour les caméras, tu m'excuses. Oh, Pour qu'on Hélène, la voit je suis bien. vraiment ravi de t'avoir. Alors tu as déjà participé à une émission, on s'y retrouve, de mémoire, en tant qu'infirmière. C'était pendant le Covid. Post-Covid, je crois, ouais, juste te demander un peu. comment... Alors moi, j'avais un sujet qui était dans ma tête et j'avais absolument envie d'en parler sur une émission et j'ai réfléchi à qui peut en parler. Et je l'ai évoqué un jour en équipe pastorale et j'ai dit, mais si vous pensez à quelqu'un, dites-moi. Et là, on me dit, Hélène. Quoi, Hélène? Et je vais vous dire le sujet tout à l'heure, parce que là, vous comprenez rien à ce que je dis. Mais quand on m'a dit ce sujet-là... Commence par le début, alors. Mais non. Mais vous êtes gentil, vous. On va faire vraiment sur la bonté, la gentillesse. Mais quand j'ai entendu, ça m'a vraiment étonné, parce que pourtant, je te côtoie depuis quelques années quand même, et j'avais jamais entendu cette histoire. Hélène, toi, tu as subi des agressions sexuelles pendant 7 années. Je n'étais de tes 7 à 14 ans. Et quand j'ai entendu ça, donc on s'est appelé, on a pris le temps de discuter, on est resté, je crois, 1 heure au téléphone. Mais ça m'a vraiment touché en fait. Pourquoi? Parce que je rencontre trop de personnes qui passent par là et qui se sentent seules, tout simplement. Et je pense qu'une émission comme celle-ci, elle a le mérite d'être écoutée. Et je pense d'avoir une prise de parole aussi libre, simple et bienveillante. Et pour moi, ça a toute sa place d'entendre ton histoire. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est ton histoire à toi, pour ensuite peut-être encourager d'autres. Ça marche? Ouais, ça marche. Donc déjà, merci du courage de venir. C'est des sujets qui sont pas faciles et tu n'as pas hésité une seconde à venir. Donc voilà, j'en suis ravi. On va commencer. Alors je vais être pas mal sur mes notes parce que je vais être chronologique aussi dans tout ce qui s'est passé, aborder quelques points un peu spécifiques. Déjà, première chose, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, du coup, comme je l'ai dit, de l'âge de tes 7 à tes 14 ans? Oui, alors à l'âge de mes 7 ans, mes parents se sont convertis et on a donc commencé à fréquenter une petite église. Et très vite, il y avait des réunions de prière et puis il me parlait souvent d'un homme très gentil. Ah, tu verras, tu vas trop l'aimer, il est vraiment rigolo. Si vous voulez, c'était un peu comme on découvrait le milieu chrétien en fait. Ouais. Vraiment, moi-même en tant que petite fille, vraiment cette impression d'avoir...
découvert un monde un peu le monde des bisounours parallèle. Ouais, et puis donc j'ai rencontré cette personne et là, effectivement, il a commencé déjà à avoir une attitude très bienveillante, très avenante à mon égard. Je sentais que j'avais une place particulière en tout cas. Mais juste à ton égard ou il était comme ça, il dégageait de la... Non, il était comme ça avec tout le monde, mais je crois qu'il détectait chez moi déjà je me sentais toujours un petit peu à part, assez pas très importante. Et je pense que ça, il l'a ressenti en fait. Et il a commencé vraiment à me témoigner beaucoup d'affection, quoi. Et du coup, un peu trop. Parce qu'à l'âge de mes 7 ans, il a commencé à avoir des gestes très déplacés. Et du coup, à avoir ces comportements d'agression sexuelle, en fait. Et qui se sont passés de manière récurrente, puisque c'était lui qui venait nous garder quand mes parents partaient à des réunions de prière. Donc, et c'était quelqu'un aussi de très seul, parce qu'il avait une vie difficile, il avait vécu dans un orphelinat, donc tout le monde l'avait pris un peu en pitié. Et alors, il allait manger au moins une fois par semaine chez chaque famille, un petit peu de l'église, en fait. Et chez nous, il était au moins 1 à 2 fois par semaine à la maison, quoi. Donc, et ça a duré de mes 7 à 14 ans. Donc, lui, l'idée, c'est pas mon but, c'est pas de rentrer dans des détails sordides, etc. C'est juste pour comprendre. Lui, de tes 7 à 14 ans, donc en fait, quand il venait s'occuper de vous à la maison, c'est là qu'il se passait des choses. Parce que toi, tu as des frères et sœurs, hein, c'est ça? Ouais. Mais qui se passait chez toi, en fait, des choses, c'est ça, hein? Ouais. Alors après coup, hein, quand l'histoire un petit peu est sortie, qu'il y a eu des enquêtes, il s'est avéré qu'il avait aussi essayé chez ma sœur, mais elle avait un caractère beaucoup plus franc et du coup, il n'avait pas du tout... Mais moi, en fait, c'est comme si je me suis prise dans un piège qui s'est très vite refermé, en fait. Et pour vous dire, je me rappelle la première fois où il a mis la main sur moi, je me dis, mais quel culot, en fait, parce que ma mère était dans la pièce. Et là, dans ma tête de petite fille, mais il y a eu un bug, en fait, où je me disais, non, mais c'est un problème. Mais j'étais paralysée par ce qui se passait et je comprenais pas. Je savais que c'était pas normal, mais je me disais, mais je saisis pas, en fait. Qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Mais tout de suite, tu as identifié qu'il y a quelque chose qui allait pas. Ouais, je m'en souviens. Mais tu étais dans l'incapacité de le partager, de le dire après à ta maman, par exemple. Ben ouais, et je pense que le fait qu'elle soit dans la pièce, ça a fait comme... ça légitimait. Valider quelque chose où je me suis dit quelque chose s'est mis en place et j'ai pas... Dans la tête d'un enfant de 7 ans, je pense que tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu cernes pas, en fait, je pense. Maintenant... Ouais, et puis c'est quelqu'un que tu apprécies, il est dans la famille, tout le monde l'aime. Enfin, est-ce que ça a commencé, mais longtemps après qu'il soit venu dans votre famille, ou longtemps après que vous soyez, qu'il soit pleinement intégré chez vous, ça... Alors c'est quelqu'un qui était vraiment très communicant et très vite à l'aise avec tout. Il te mettait à l'aise, vraiment. Il était... C'était un peu je sais pas comment dire, tout le monde était content quand il venait. Un peu le troubadour. Ouais, il rigolait, il emmenait... Et puis je pense ce côté aussi où son histoire touchait, en fait. Et où, du coup... Au niveau de l'affect, de nouveau, on en revient à l'affect. Maintenant, tu as gardé le secret, jusqu'à tes 14 ans. Hein. Comment c'est possible déjà de garder ce secret-là? C'est lourd. Hein. Et aussi, pourquoi tu as gardé le secret? Je pense que déjà, quand j'étais plus petite, c'est, comme dit, cette chose qui t'arrive, mais que tu sais pas, tu comprends pas trop. Après, avec le temps, tu sais vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, mais t'es dans le truc, en fait. Et tu te dis, c'est pas très grave, tu minimises beaucoup. Ouais. Et puis, en contrepartie, lui, il m'achetait beaucoup, parce qu'il m'offrait plein de choses, je pouvais lui demander ce que je voulais, je savais que je l'avais. Donc vraiment d'avoir cette dépendance un petit peu qui est finalement très malsaine, mais et qui te donne un peu d'importance aussi. Et puis plus j'ai grandi, plus cette situation m'insupportait en fait. Ouais. Par contre ça c'était du dégoût, moi il me saoulait, quand il était là, et puis vraiment de s'éteindre intérieurement, mais ça je le remarquais pas.
En fait, c'est plus l'entourage qui se disait, moi, mes parents, à ma préadolescence, il n'y avait plus de dialogue et qui voyaient que je m'éteignais, qui ne savaient pas trop comment m'aborder, qui savaient pas, ils se disaient qu'il y avait quelque chose, mais pas de savoir mettre la main sur ce qui clochait, quoi. Et après, c'est vraiment plutôt un mélange de honte, de culpabilité, parce que finalement, c'est comme si tu acceptes finalement d'être dans cette situation que tu n'as pas du tout choisie, mais tu y es. J'aimerais revenir sur la culpabilité justement après, mais tu dis que tu avais une relation avec tes parents, je pense, à l'âge de 7 ans, 8 ans et tout. Il y avait du dialogue, je pense, avec tes parents. Pas forcément sur ça, mais il y avait une relation. Oui. Non ? Mais ma question, c'est comment pour toi, avec des années de recul maintenant, capable de dire non mais attends, c'est tellement profond que sur ça, je vais en faire un secret. Enfin moi, à 7 ans, j'essaie de garder un secret même de quelque chose de... C'est trop dur, tu vois. Comment t'expliques le côté... Alors la honte, moi je comprends. Peut-être à t'y protéger, est-ce que il y a aussi de ça ou... Ouais, je pense qu'il y avait de ça aussi, de se dire, mais dans ma tête, de toute façon, c'était clair que jamais je pourrais dire ça. C'était, dès le départ, ça me traversait, si ça me traversait l'esprit, je me disais, non, je vais leur faire trop de mal, ou ça va, et puis même pour lui, tu vois, je disais, c'est pas possible, en fait. Même pour lui, moi je trouve qu'il est fort, tu vois, c'est même pour lui... de dire, si tu parles, qu'est-ce que ça va déclencher et puis il faut se rappeler que ça devient ensuite la confrontation entre un enfant et un adulte. Et le monde des adultes. Et le monde des adultes. Et puis même plus tard, je me rappelle que, étant un peu plus grande, je lui avais dit « Non, mais c'est pas bien, en fait ». Et puis très vite derrière, mais il faut le dire à personne, il faut le garder pour soi. Enfin, tout de suite, il m'avait mis de la pression. Et plus je grandissais, plus je sentais un peu cette oppression. Donc il t'a verbalisé le fait de... Tu le dis à personne. Ouais. Oui. Tu ne dis à personne, c'est notre secret, nanani. Enfin, c'est... Mais je pense que dès que... C'est la première fois où tu peux réagir. Si tu ne réagis pas la première fois... Dès la deuxième ou la troisième, tu es déjà dans la culpabilité puisque je l'ai déjà fait, je l'ai subi et j'ai rien dit, donc j'ai accepté. Donc les fois d'avant, entre guillemets, j'étais coupable. Ouais. Et plus ça passe, plus ça devient difficile. Plus la culpabilité augmente avec elle. Alors justement, on revient sur la notion de culpabilité parce que tu disais, il t'achetait quoi. Hein. Tout simplement, tu m'as raconté quelques petites anecdotes où tu diras c'est ça qui me plaisait, il te ramenait le sac, etc. Aujourd'hui, comment toi tu vois cette forme de culpabilité-là? Ce que je peux entendre quand tu es jeune, je me remets à ta place, c'est presque, c'est sordide, mais presque j'ai accepté une part du marché en rentrant dans ce système-là en fait. Mais aujourd'hui, comment tu le vois toi, avec justement ces années de recul? Je pense que, comme dit, honnêtement, je tassais tout en moi, en fait, en me disant, c'est comme ça, et sans mesurer l'impact que ça avait dans ma vie. Ça, je l'occultais totalement. Je pensais que, il y en a qui ont autre chose, moi j'ai ça, en tout cas. Et puis, je vais vivre avec ça toute ma vie. Et puis, c'est vraiment à minimiser les choses. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de gens qui... Moi, j'en ai entendu tellement qui disent, mais moi, je comprends pas quelqu'un qui a subi des agressions, pourquoi il culpabilise? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai entendu plein de gens qui me disent je ne comprends pas pourquoi lui il culpabilise, c'est pas lui le coupable. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a déclenché ça? Souvent on pense comme ça. Pourquoi nous? Tu vois, Non mais je veux dire déjà pourquoi moi et pas un autre, ça c'est je suis complètement d'accord, mais juste c'est pourquoi quelqu'un qui est victime culpabilise. Mais pour ça, c'est tombé sur moi parce que je dois dégager quelque chose. Ah, je vois ce Finalement, c'est quand même, tu dois te dire, c'est quand même moi le problème. Enfin, c'est quand même moi qui a dû susciter quelque chose. Je vois ce que tu veux dire, ouais, et puis ce côté, comme tu l'as dit, je suis rentré dans un système où j'ai accepté un peu du donnant-donnant, si je peux dire ça comme ça, mais qui est malsain. Parce que lui, lui, il a très bien cerné qu'avec un petit cadeau de temps en temps, ça facilite, ça te fait... et de rentrer dans une relation qui est fermée. Fermée, étanche. C'est entre toi et moi, quoi.
Oui, tu me disais une petite anecdote notamment que tu me racontais, je me permets parce que je sais qu'il n'y a pas de problème, mais où tu savais qu'en repassant par le chemin de l'école, il était sa maison était sur le chemin et tu savais qu'il n'était pas là, mais qu'il y avait des bonbons à tel endroit. Tu savais que tu pouvais rentrer dans la maison, prendre les bonbons, faire... Tu vois, c'est vraiment... Ah ouais, il t'avait vraiment piégé. Ah ouais, là, je crois que j'étais et puis enfermée dans un silence, franchement. Où... Je me demandais si la culpabilité, parce que c'est souvent lié aussi à la honte, tout ça, le sentiment, ceux qui ont vécu ça disent souvent qu'ils avaient le sentiment d'être sales, tout ça. Est-ce que l'image, ça me venait comme ça l'image, est-ce que tu penses que c'est juste? C'est comme quelqu'un qui tomberait dans une... Il tombe par mégarde, il tombe dans une flaque de boue, il ressort, il est plein de boue, il est tout sale, et devant tout le monde, il a honte. Pourtant, ça peut arriver n'importe qui. Il est ni coupable ni quoi. Mais d'être sale, c'est la culpabilité. Se sentir sale, même si on n'y est pour rien, c'est ça. C'est une forme de culpabilité. Enfin, disons que ça y ramène, quoi. Quel était après le déclic pour en parler? Alors justement, ça m'intrigue. Ça va être le cap. Alors peut-être juste avant ça, parce que le cap juste avant, c'est la rencontre avec Jésus. Avant que tu en parles. Ah oui. Avant qu'elle en parle, il y a eu cette rencontre avec Jésus. Alors si tu peux nous raconter ta rencontre avec Jésus, qui va déboucher justement sur ce déclic-là? Ouais, en fait, donc devant mon mal-être qui était grandissant, un jour je rentre et puis maman me dit, écoute, je t'ai inscrit à un camp, ça va te faire du bien. J'ai hurlé, je me dis, mais je veux pas y aller. Mais en tout cas, c'est là que j'ai vraiment fait le pas de donner ma vie au Seigneur. Je pense d'être dans un milieu autre, avec des chrétiens que je ne connaissais pas. Oui. Et d'entendre vraiment l'évangile, ça a pu atteindre mon cœur en fait. Alors qu'avant j'étais dans une rébellion, pas contre Dieu, mais contre certains chrétiens parce que lui aussi, il pouvait te faire de grands discours, mais tu te dis mais c'est quoi en fait Et puis Dieu me semblait tellement loin en fait. Je fais une petite parenthèse, mais lui-même dans le culte, il était. Ah mais lui, il avait, C'était un bon chrétien de façade. Vraiment un bon chrétien qui savait faire des bons discours. Et tu t'es jamais posé la question pourquoi Dieu laisse ça? Honnêtement, tu m'avais posé cette question. Qui est juste après, mais c'est bien, ils sont tellement pris dans la discussion qu'ils bifurquent partout. Mais honnêtement, je n'ai jamais... alors, ça a dû me traverser l'esprit, mais... je me dis, j'ai consciente que le mal atteint tout le monde, en fait. Et que l'ennemi de nos âmes essaye de nous détruire, en fait. Et puis aussi de comprendre que Dieu n'adhère pas à ça. Et le premier attristé, c'est lui. Et par contre, que lui peut changer la situation. Et moi, il l'a changé alors que je ne l'ai même pas demandé, en fait. Parce que dans ma tête, j'étais tellement programmée à ce que jamais je ne parle et que ça resterait. Pour moi, c'était impossible, mais impossible de mettre des mots sur ce que je vivais et de pouvoir ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Et même quand je me suis convertie, du coup, j'ai répondu à l'appel pour donner ma vie au Seigneur. Et je me rappelle, j'ai dit, OK, je te donne ma vie, mais ça, je sais que tu peux rien faire. J'avais une foi très, très grande, mais pour moi, c'était juste lui dire ça, mais simplement, en fait. Je ne lui ai pas demandé qu'il change quelque chose, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Et puis, quelques mois après, j'ai rencontré une amie, en fait, dans un camp. Et elle m'a demandé à ce moment-là si j'avais eu des relations avec quelqu'un. J'avais dit non. Et après, on a beaucoup correspondu par courrier, et là, je lui ai écrit. En fait, par lettre, je lui ai raconté ce que je vivais. Et elle m'a renvoyé sa lettre. Et là, je ne sais pas, je pense que le Seigneur était derrière, mais ma mère est tombée sur ce courrier-là. Et du coup, c'est elle qui m'a mis un peu au pied du mur en me disant « Hélène, qu'est-ce qui se passe ? Le choc de ta maman, là, j'imagine. Ah oui, ça a été... Alors, c'est horrible pour les parents. Justement, moi, une émission que j'aimerais faire, c'est faire avec ses parents aussi une émission. Ça me semble aussi important de comprendre, puisque ça impacte la personne, mais ça impacte tellement l'entourage aussi. Et là, dans un contexte comme ça, c'est toi qui l'as fait rentrer dans la maison, pensant bien faire et en étant
voilà, en étant simplement gentil. Hein. Ouais. Je veux juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit, parce que c'est une question vraiment importante. Pourquoi ça m'arrive? Si tu la poses, c'est que tu as dû l'entendre chez plein de gens aussi. Moi, je l'ai entendu chez plein de gens. Et j'ai été confronté à cette question-là, une personne vraiment qui pleurait et qui me demandait ça. Et j'ai pris le temps, avant de lui répondre, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille prier pour savoir en fait qu'est-ce que je dois lui dire. Et la pensée qui m'est venue, et je la donne peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais c'est cette notion. Bien sûr que Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. Maintenant, la notion du péché détruit, mais détruit pas juste celui qui le pratique, détruit tous ceux qui en sont impactés. Et que le péché impacte, et là pour le coup, le péché de cet homme, malheureusement, il y a un dommage collatéral qui est toi et qui le subit derrière, mais de plein fouet aussi. Et de comprendre en fait que non, Dieu ne le veut pas, c'est pas du tout dans le projet de Dieu, c'est pas du tout pour quoi que ce soit, mais que Dieu peut te sortir de cet impact-là, qui est le péché. Hein. Ça, c'est sûr que c'est sûr que c'est extrêmement important à comprendre. Je reviens sur l'histoire maintenant. Donc, je remets les rails du train, si vous le voulez bien. Mais donc, il y a eu cette découverte du coup de la part de ta maman, et je pense que c'est le cadeau que Dieu t'a fait. C'est qu'il t'a pas obligé à le dire, mais il s'est dit, je vais lui filer un petit coup de pouce. Ah, mais vraiment, pour moi, ça a été... Juste après ça, qu'est-ce qui se passe quand ta maman apprend ça? Donc, tu as 14 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle te le dit, tu racontes. Qu'est-ce qui se passe juste après? Ben, là, bizarrement, j'arrive à le dire. Et ça me paraît pas du tout une montagne. Parce que l'abcès était percé. Ah ouais, mais c'est toutes les montagnes que je m'étais imaginées, ça n'avait rien à voir. C'était juste un poids énorme qui tombait en fait. Et j'étais plus seule à porter ça. Et juste après, mon père l'a appris. Donc lui, ni une ni deux, lui par contre, il l'a emmené, il l'a déposé directement à la gendarmerie. Et ça a été vraiment salutaire pour moi. La réaction de mes parents a été source de guérison. Le côté rapide, ils n'ont pas commencé à discuter. Et puis de voir, mais on me protège en fait. On m'entend, on me croit et on agit en me protégeant. Et ça a été un... Je lui ai demandé au téléphone si son père il l'a amené tout seul en voiture, parce que je pense que je ne l'aurais pas amené tout seul en voiture. Non, il l'a emmené un ami, il a dit, moi, que vous soyez d'accord ou pas, je l'emmène. Donc, Parce qu'il y a eu quelque chose de dramatique dans cette histoire, c'est que, il faut le dire aussi, c'est qu'ils n'ont pas été encouragés de la part de l'église dans laquelle tu étais. Certaines personnes. Oui, de certaines personnes, pardon. Qui n'ont pas tout de suite compris pourquoi... La gravité de la chose, en fait. Et pourquoi on allait tout de suite et c'est sûr aussi que ça doit être... haut, en fait. C'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Et là, dans un cas comme ça, on ne peut pas juste dire... mais est-ce qu'on peut qualifier cette personne de croyante C'est ça. Est-ce que c'est un frère? C'est pas un frère, ça. Mais non. Non. Et c'est là où ça rajoute. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est que pendant 3 ans, le procès aurait dû avoir lieu 3 ans après. Oui. Ça a pris du temps. Toi, tu t'es préparé. Alors, dans ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans? Tu sais qu'il a arrêté, ça s'est arrêté, mais qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans? En même temps, ça s'arrête et en même temps, il y a autre chose qui commence où tu mets un pied dans l'inconnu, en fait. Tu es en face déjà de gendarmes à qui tu dois raconter, après les médecins, les psychologues. Mais finalement, j'ai vraiment senti que j'étais portée, en tout cas. Et que pendant ces 3 ans, je me suis pas sentie seule, en fait. Bon, déjà, j'avais mes parents qui étaient vraiment là. Mais vraiment cette paix, en fait. Cette paix intérieure que j'avais pas connue, en fait. Qui m'a accompagnée. Et là, il y a vraiment un travail de restauration aussi, de guérison qui s'est fait... c'est un processus, en fait. C'est pas un coup de baguette machine. Tu parles et tout va bien. Mais en tout cas, le fait de déjà parler... ça te libère et puis ça permet aussi au Seigneur de pouvoir continuer à t'accompagner tout au long de ce processus. Et la libération de la parole, tu as senti que vraiment ça t'a... Ah oui, mais du jour au lendemain, ça m'a un manteau de plomb qui tombe, quoi. On va revenir sur la partie restauration, parce que chez toi, il y a eu plusieurs étapes. Mais arrive le moment du procès. Un moment qui, on dit en général pour des victimes, enfin il arrive que pour beaucoup de victimes, c'est important de... Très attendu en tout cas. De confronter ou au moins d'entendre. Arrive normalement ce moment-là, mais tout ne se passe pas comme
comme prévu, comme tu t'étais préparé aussi, parce que c'est une préparation pour une jeune de t'as 17 ans à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait, c'est un mélange de ok, tu vas devoir y aller, donc faut que tu te prépares, et en même temps je pense que ça m'a boosté à prendre soin de moi en fait, et à regarder l'état de mon cœur, l'état de ma vie, et à affronter les choses. En même temps, peur de le revoir en fait, et de devoir le confronter dans un milieu tribunal, c'est un peu impressionnant. Moi je ne connaissais pas très du tout. protocolaire, très carré quoi. Très carré. Et puis 3 jours avant, lui s'est donné la mort. Lui il s'est donné la mort en prison. Donc là, ça a été un coup. Tu comprends pas en fait ce qui t'arrive. Alors en même temps de te dire, c'est bizarre que tu te sens un peu coupable dans le sens où quelqu'un est quand même mort suite à ce que tu as pu déclencher. Ouais. Et puis un sentiment un peu de pas être arrivé au bout en fait. D'inachevé. Ouais, d'inachevé. Ouais. Vraiment un côté d'inachevé. Mais maintenant, et en même temps aussi de me dire, il s'est fait justice lui-même finalement, et le dossier était vraiment fermé. Parce que je me dis, avec du recul, je ne me suis pas dit ça tout de suite, mais s'il avait été en prison, je ne sais pas moi, à 10 ans, tu as toujours le truc de te dire, mais quand il va ressortir en fait, si je le crois, si je... Là, pour le coup, c'était fini quoi. C'était... Mais c'est vrai que ça doit être... Quand elle m'a raconté ça, je me dis, mince, ça en plus en fait. Oui. Tu vois, ce côté, tu te prépares et ce côté un peu de ouais, un côté aussi flop, un peu amer en fait, envers lui en fait. Frustrant. Où tu te dis, mais finalement, t'as attendu 3 jours avant quoi. C'est un peu... Ouais. Ouais, mais ça fait remonter plein de choses, je trouve. Maintenant, on a compris que dans ces 3 ans-là, il y a eu un processus de restauration. Alors, avant d'aller dans ce processus-là, chez toi, je t'ai posé une question et honnêtement, je m'attendais à une réponse, mais ce n'est pas la réponse que tu m'as donnée. J'ai demandé, je t'ai rapidement dit, mais est-ce que vraiment ça a été difficile de le pardonner? Quelles ont été les étapes? Donc, je te repose la question, est-ce que ça a été difficile de le pardonner? Et pour moi, non. Mais alors, je n'ai aucun mérite ou aucun... Ça a été tout de suite, en fait. Tout de suite, c'était clair dans ma tête, je lui pardonne, en fait. C'était pas... J'ai pas eu à me battre avec ça, j'ai pas eu à... Ouais, c'était clair que pour moi, si je lui en voulais ou que je nourrissais des sentiments amers à son égard, ça allait me bloquer moi-même d'avancer, en fait. Et après, quelques années plus tard, je me rappelle d'une période où là, tu prends un peu plus aussi conscience de tout l'impact que ça a eu sur ta vie, où j'ai dû reprononcer le fait que je lui pardonne en fait. Je ne veux pas avoir de... Mais rapidement, moi, même à une juge, j'avais dit non, mais moi, je lui pardonne. Mais pas parce que je voulais être bonne chrétienne ou quoi. J'avais 14 ans, mais c'était... C'était dans ton cœur, c'était dans mon cœur. Ça, c'est quand même miraculeux. Ça, c'est miraculeux. Mais ça me semblait important de le relever. De Dieu, c'est l'action de Dieu, parce que... Ouais, ça me semble important de le relever aussi, que des fois, il y a cette possibilité-là, miraculeusement. C'est pas le cas pour tous, pour certains, c'est vraiment un processus aussi. Sûr, Maintenant, malgré ça, il y a quand même eu un processus de restauration. Oui. Il y a eu ces 3 ans-là, mais il y a eu d'autres parties, en fait, où tu as dû cheminer pour te reconstruire. Vint le moment où tu as même dû faire appel à des psychologues. Ouais, alors je me rappelle d'une période où des fois on sent que le Seigneur travaille, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Et on était dans un camp de famille et le soir il y avait des réunions plénières. Et pendant cette semaine, mais je me sentais mal. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi mal de ma vie en fait. Et c'était quelques mois après tout ça en fait. Et où je sentais vraiment que tout ce que j'avais pu tasser au-dedans de moi, c'est comme si ça ressortait, mais... Je me rappelle, les réunions, c'était sous des chapiteaux, mais je devais partir et hurler dehors, en fait. Et là, j'avais ma mère qui était derrière, et je crois vraiment que là aussi, elle a pu avoir des paroles qui ont été source de guérison, en fait. Où elle me disait, mais Hélène, Dieu va te guérir, enfin, Dieu t'aime, tu es... Enfin, des paroles qui venaient prendre place à des mensonges que j'avais laissés s'installer pendant des années. Et pendant cette semaine-là, je sais que c'est comme si le Seigneur a fait écrouler le château de cartes. Et qu'après, là, il y a eu
étape après étape, une reconstruction. Et c'est vraiment le processus. C'est vraiment ça. Il y a des périodes où le Seigneur me faisait ressortir certaines choses qui avaient pu être la conséquence à ce que j'avais pu vivre. Et alors là, il travaillait plus sur ça. Des moments aussi où on parlait de la parole et où je chantais, mais des années après, que je n'avais pas tout dit en fait, mais que ça faisait comme une pression dans mon cœur. Et du coup, là, j'ai été voir quelqu'un, en fait, où je voulais que tout soit à plat et puis que rien ne reste à l'intérieur et continue à faire son œuvre néfaste. Et du coup, j'ai pu encore, à certaines occasions, en tout cas, faire appel à des personnes pour m'aider, en fait. Mais je pense que c'est ce souci-là, pour moi, dans ce processus de veiller à ce qu'il n'y a aucun point de pression dans mon cœur, que vraiment tout soit vraiment aplani. Ce que tu dis là, mais qui vient avec le temps. Je pense que forcément carrément. Avec le temps. Ouais. Moi, ton histoire, elle me touche vraiment. Hein, je pourrais la réécouter et réécouter. Mais le temps passe et j'aimerais juste encore aborder 2 choses. La première, c'est peut-être toi, papa ou vous, et c'est plus vis-à-vis de tes parents. Moi, c'est le côté presque trop accessible, trop vite dans les églises, ou est-ce qu'il y a de la naïveté, ou est-ce que en même temps l'amour nous dit l'amour soupçonne pas le mal. Tu vois, comment on gère ça? Mais moi, je pense que c'est la dernière des choses à laquelle on pense. C'est-à-dire que je crois que ça ne vient même pas à l'idée. Maintenant, moi, je suis comme ça. Mais par exemple, ta maman, non. Je me souviens... quand Ben, toi, tu étais plus petit, à l'âge de 10 ans à peu près. Ouais, Dieu m'a gardé. Tu avais un prof de... Non, un prof, ouais. Alors j'avais un prof, on va pas spécifier, je vais me taper la honte de nouveau sur la discipline que je faisais. Mais il avait un prof, et puis aussi très gentil, très sympathique, très avenant, et qui avait aussi senti que Ben avait besoin d'être un peu valorisé, etc. Je pense que le gars avait bien senti ça. Moi, je pense que je suis toujours un peu un milieu. J'ai tellement pas l'habitude de ces choses-là, où je me pose tellement pas la question. Et puis, alors, il a voulu que Ben... il me ramenait régulièrement le soir, et puis il m'a même proposé d'aller à la piscine chez lui. Voilà, à la piscine chez lui. Et je sais pas pourquoi ma femme, Dominique, dit ah non, ça je veux pas, moi je le sens pas. Alors, je sais pas comment vous le dire. Moi, je le sens pas. Et moi, bon... puisque très souvent, elle est plutôt sur ses réserves. Je dis, arrête de voir le mal partout. Non, je le sens pas, je veux pas, etc. Et puis, finalement, parce qu'elle était comme ça s'est pas fait. Et il s'est avéré qu'il était pédophile et il a été condamné. Il a fait de la prison. C'est un ami qui m'a Mais appris. là, elle a été à quelque part, elle a senti des choses, mais moi, zéro. Moi, je pense déjà les mères sont plus sensibles. J'ai l'impression, non? Je sais pas. Hein, moi, disons que ce qui fait que si on n'a jamais entendu une histoire comme la tienne, c'est vrai qu'on peut être, j'allais dire, on manque d'éléments. Mais dès qu'on a entendu des histoires comme ça, moi, je sais que je serais... Oui, mais alors, ce qu'on n'a pas mentionné, mais... Je sais qu'avec certains profils, quoi. Je sais qu'il y a des profils, je dirais, ça... Mais ce qu'on n'a pas mentionné... sincèrement, le profil duquel elle parle, et toi, tu l'as connu. Je vous garantis... Mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que ta maman... Pas imaginer, quoi. Ah non, moi, je pense que j'aurais été comme tes parents. Oui. Ce que je voudrais juste dire, c'est que ta maman, elle, vous avait sensibilisé plus jeune à ça. Oui. Oui, ma maman, c'était un sujet où elle était très sensible. Et je me rappelle encore une discussion qu'on avait dans la voiture. Elle a dit, non mais Hélène, si t'arrive quelque chose de ce style, tu parles. Dans ma tête, j'ai dit, bon, si tu savais... Et c'est là où sa maman était sensibilisée à la cause, mais
ne le voyant pas. Mais ma réflexion, quand elle me disait ça, je disais, mais mince, il y a tellement de situations, en fait, où ça aurait pu arriver dans plein de cas. Et l'idée, c'est pas de voir le mal partout, c'est pas de tomber dans... on a parlé pas mal d'individualisme, etc. Et alors qu'on encourage, ouvrez les maisons, et c'est très bien, en fait. C'est très bien d'ouvrir les maisons. Et je pense que leur cœur, Dieu va honorer le cœur qu'ils ont eu et pourquoi ils l'ont fait. Mais c'est... comment faire pour avoir un équilibre entre ne pas tomber dans la suspicion constante et en même temps ne pas être naïf quand même. Alors je sais pas s'il existe une vraie règle parfaite. Je crois que... Surtout que ces gens-là sont malins en fait. Hein. C'est tellement culotté en fait pour le faire sous les yeux de ma mère presque, tu vois. Et après, c'est comment trouver le juste milieu. Moi, je sais que pendant plusieurs années, ils ont eu du mal à faire rentrer quelqu'un à la maison. Mais oui. Où tu dois apprendre à faire confiance, quoi. C'est ça, parce que sinon, après, la vie devient aussi difficile quand tu vois tout le monde comme un prédateur potentiel. Suspect, donc, je pense déjà, mais par exemple, nous, dans les écoles du dimanche, ici, on demande un extrait du casier, l'écolo c'est la même chose, etc. Déjà prévenir. Je pense qu'il y a une prévention, en tout cas, là je parle pour l'Église, je ne parle pas bien sûr pour les maisons, pour les familles, mais pour les églises. Je ne sais pas s'ils le prennent bien, si on leur demande, si on invite des gens à manger qui nous ramènent leur extrait du casier judiciaire. Avant d'entrer. Mais pour l'Église, mais je pense que c'est important de le dire, de le formuler aussi pour les églises. Je pense que c'est important, par exemple pour les colos, tout ça, de demander ce qui peut être préventif. Le volet numéro 3 du casier judiciaire. Et puis, s'il y a le moindre doute ou la moindre question, ou même si des gens dans le passé ont eu des problèmes liés à cela, même s'ils me disent mais c'est fini, etc., je leur dis écoutez, même si c'est fini, je ne veux plus que vous serviez parmi les enfants. Ça, vous pouvez faire. Il y a tellement d'autres endroits où on peut travailler qu'on ne va pas vous engager. Donc je pense qu'il y a déjà des choses préventives qu'on peut mettre en place. Et puis ensuite, c'est sûr qu'il faut toujours... à qui confie-t-on ses enfants ? En général, on les confie à ceux à qui on fait confiance, et c'est ça. Mais là, on comprend que ça allait vite quand même, non ? Ils ont vite fait confiance, tu vois. Non, vite fait confiance, oui, mais parce que aussi tout un entourage, toute l'Église faisait confiance. C'est ça. Parce que tout le monde va dans ce sens. Tout le monde s'est fait piéger. Il y a plusieurs familles qui mettaient... Mais dites-vous que dans les familles, ça a souvent été le tonton, la tata. C'est les proches. Pourquoi Parce que tu fais confiance. C'est le cas. Et de se dire, il n'y a aucun milieu, malheureusement, qui est épargné. Et l'Église non plus. Et je crois que aussi, moi, je sais que mes parents venaient de se convertir. Enfin, comme dit, c'était... Mais moi qui sois même encore à la foi et tout ça, je trouve que c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, Parce que c'est un coup à dire, attends, mais c'est quoi ça en fait ? On est tombé dans quoi ? Et c'est sûr que c'est en rien imputable à tes parents, parce que tes parents, comme n'importe lequel d'entre nous, quand tu fais confiance, c'est pour ça que la trahison est d'autant plus douloureuse. La trahison ne fait que mal parce que tu as fait confiance. Sinon, la trahison sinon, ne fait pas mal. Trahi. Sinon, tu n'es pas trahi. Et en général, ce sont des gens que tu apprécies, ce sont des gens qui te sont proches, ce sont des gens que je ne connais pas, je n'irai pas confier mes enfants. Mais non. Tu vois, mais même si, et encore, on en rediscutait des fois en rigolant avec les frères et sœurs, nous on est 6. Donc vous imaginez bien que quand il fallait caser, vous nous casiez. Et des fois on s'est dit, dis donc, nous on les avait jamais vus ces gens, etc. Et ça, des fois ça allait très vite. Des fois on a été balancé chez des gens, ça a été... on les connaissait, nous. Oui, mais... Toi, tu le connaissais pas, mais nous, on le connaissait. Ça fait plaisir, hein, t'envoies tes enfants, c'est eux qui vont au casse-pipe chez des gens qui ne connaissent pas. Non, mais des fois, je pense que des fois, il y a eu à côté aussi, dans nos milieux, où même moi, je dois dire par exemple, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais ton papa qui a fait dormir un vieux monsieur pendant des années dans la même chambre avec toi,
Oui, on est à des années-lumière de ça. Mais combien de fois, moi, je me suis dit, plein de fois, je me suis dit, mais c'est incroyable, pièce de courage qu'il a. Et d'autres fois, et depuis que j'ai Adam, je me dis, mais est-ce que je serais capable de faire ça? Mais en fait, non. Ah ben aujourd'hui, avec toutes les histoires qu'on entend, c'est ça aussi, ouais. on n'aurait pas. À l'époque, envie. vous ne pouvez pas comparer avec l'époque. À l'époque, il nous a dit de nous mettre à deux dans un même lit, et il y a une dame qui a dormi dans l'autre lit à côté de nous. Et qui était possédée en plus. Alors, mais ça, mais avait une innocence. Grand-père, il a une innocence particulière aussi, je pense. Ah bah nous, on a participé à cette innocence. Du coup, nous, on a hébergé des gars qui nous ont cambriolés. Et en même temps, tu vois, les gars qui te cambriolent, moi j'ai envie de dire ça, c'est beau, ça montre que. Ah bah oui, c'est ce que je disais. Beau, aimer, c'est prendre le risque d'être trahi. C'est ça. Mais pas toujours. Pas toujours, c'est prendre le risque. Non, je. Bon, le temps passe, mais Hélène, je voudrais te laisser juste le mot de la fin pour peut-être les gens qui disent, mais moi, je ne peux pas, je ne m'imagine pas être reconstruite derrière ça. L'idée, c'était de parler pas juste des agressions sexuelles, mais reconstruit après l'agression sexuelle. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui t'écoute et qui nous écoute et puis qui, ça vibre, quoi, ce que tu es en train de dire? J'aimerais dire que c'est possible d'être reconstruite. Merci beaucoup. Alors, on va... C'est possible et que la Bible dit que Jésus est celui qui délivre les captifs et qui restaure les cœurs brisés. Et je dois dire que moi, je l'ai vécu. Donc, quand on vient au Seigneur, de vraiment lui laisser sa vie et de lui faire confiance. Et des fois, moi, peut-être que comme j'étais encore jeune, je ne m'attendais pas à quelque chose de précis. Mais des fois, on aimerait que le Seigneur agisse de telle et telle manière. Ouais, c'est juste. Et de vraiment juste lui remettre nos vies comme cette argile dans la main du potier et de lui faire confiance que comme lui, il connaît tellement, en fait, comment on a été impacté, là où il y a besoin de réparer, là où il y a besoin de pardonner, là où il y a besoin de... Et de vraiment se laisser conduire et de ne pas hésiter aussi déjà à parler. C'est la première des choses, à pouvoir exprimer, mettre sur des mots, des mots sur ce qu'on a pu vivre. Et de ne pas aussi hésiter à faire appel à des professionnels, à des gens qui sont là et ponctuellement, qui sont là et qui peuvent aiguiller, remettre aussi à leur place des choses qui ont été... décaler, remettre des cœurs. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton courage. Ouais, vraiment. Merci, et puis je tiens à te le dire, du coup, moi, comme j'ai jamais entendu cette histoire, ça m'a vraiment marqué, parce qu'en plus, on se connaît quand même. Et surtout, je tiens à le dire pour ceux qui ne te connaissent pas, Hélène porte pas porte pas le bagage d'une ancienne agressée sexuellement pendant plusieurs années. C'est-à-dire que c'est une victime, c'est ça. C'est une cicatrice qui reste là, mais tu as construit ta vie, tu es toi-même, tu es bien dans tes baskets et tu es épanoui avec Jésus, avec ton mari, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire et c'est ça la reconstruction. C'est ça ce que Dieu peut faire. On échangeait même toutes les deux et elle me disait aussi que parfois, est-ce que c'est vraiment moi ? Elle a tellement guéri que tu te demandes... Ouais, des fois, ça fait longtemps, en fait, donc tu ne penses plus tous les jours. Après, il y a des choses qui te... Mais c'est vrai que des fois, tu as cette impression de... Punaise, c'était moi, enfin, j'étais comme ça. C'est une belle preuve. C'est la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Vraiment, vraiment. On va prier, si vous êtes d'accord. Papa, est-ce que tu veux bien prier ? Avec plaisir. Père, d'abord, nous te remercions. Hélène est l'exemple même de ceux que tu restaures. Et si nous pouvons bien sûr regretter qu'elle ait eu à subir ce qu'elle a subi, nous sommes heureux de voir que tu l'as relevée, que tu l'as guérie. Non seulement elle, mais ses parents. Seigneur, toute la famille, tous ceux qui se sont sentis trahis. Merci parce que tu es celui qui dit, malgré le mal qui a été fait, eh bien relève et redonne de l'espérance. Et je prie pour tous ceux et celles qui suivent cette émission, qu'ils puissent prendre courage et se souvenir que de la même manière, tu veux les aider et les secourir. Amen. À toi soit l'honneur et la gloire
Amen. 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 Merci Hélène. Beaucoup. Merci Hélène. Vraiment, merci pour ta confiance. Hein. Je sais que tu es venue ici parce que tu fais confiance qu'on est bienveillant et qu'on ne mène pas au pugilat. Merci à vous. Et ça restera entre nous. Et ça reste entre nous, bien sûr. Alors, ça, on ne peut pas promettre ça. Mais... Avant que lui il sombre, on va conclure. Là. Regarde, t'es de moins en moins bien, là, dis donc. Hein. Non, je suis bien. Je suis bien. J'ai un chat, j'ai un truc qui gratte. Ce que j'avais pas un tout chat, à l'heure, là, vous avez entendu aussi. C'est un tigre dans ta gorge. C'est un gros matou. Là. Ah ouais, c'est Il a mangé un peu trop de croquettes. Là. En tout cas, merci. Et puis, merci à vous qui nous suivez. Je crois vraiment que des témoignages comme ça vaut le coup de les partager. Vous savez, des fois, on ne soupçonne pas qui est passé par là dans notre entourage. Et d'entendre un témoignage comme ça et nous sensibilise et aussi peut encourager quelqu'un, peut-être qu'on ne soupçonnerait pas. Donc, je vous encourage, partagez-le. Merci pour votre attention. Merci aussi de l'émission On s'y retrouve. C'est aussi vous, c'est vos idées, c'est vos réflexions, vos avis. Et vous gênez pas, comme on se gêne pas. Donc c'est très bien comme ça. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant, bonne semaine tout simplement. Ciao. Bye bye les amis.